Nous sommes le mercredi 24 avril. Bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres. Des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont fait plus de 60 morts dans l'est de l'Afrique du Sud. Les secours continuent de chercher des survivants. Kim Jong-un est arrivé en Russie. Le leader nord-coréen est en quête de l'appui stratégique de Vladimir Poutine sur le nucléaire. Et puis nous partirons au Nigeria pour vous plonger dans le marché florissant du mariage, une industrie extrêmement lucrative. Des maisons écroulées, des routes inondées et des lignes électriques coupées, c'est le constat en Afrique du Sud après les pluies torrentielles qui ont notamment frappé la région de Durban. Au moins 60 personnes ont perdu la vie. Le président Cyril Ramaphosa a dû annuler sa participation au sommet de l'Union africaine en Égypte. Pierre-Antoine Denis. Le calme après la tempête. Des pluies torrentielles et des coulées de boue ont décimé la ville côtière de Durban en Afrique du Sud. Au moins 2 universités, des entreprises et des centaines de maisons ont été endommagées. Dans ce quartier, 8 personnes sont mortes après que des coulées de boue aient détruit leur maison. Tamsanka Dlamini a été témoin de ces inondations meurtrières. Il nous raconte la panique et l'horreur. J'ai entendu un grand bruit et soudain l'eau a jailli dans notre maison à travers le mur et j'ai entendu mes enfants crier dans leur chambre. J'ai essayé de me précipiter pour les aider, mais le fort courant d'eau m'a poussé avec force vers une autre pièce et j'étais sous le mur effondré. Je me souviens d'avoir entendu les cris des enfants. Les voisins ont essayé de nous déterrer, mais nous n'avons pas pu sauver les enfants. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu dans la région pour évaluer les dégâts et rendre visite aux familles qui ont perdu des proches. And let me immediately pass on my condolences. Permettez-moi de transmettre immédiatement mes condoléances en tant que président, ainsi qu'au nom du gouvernement, à cette famille notamment qui a perdu tant de personnes d'un seul coup, où toute la maison s'est écroulée et où une seule personne a été sauvée. Nous aimerions dire à cette famille que nous sommes avec vous, nos cœurs sont avec vous. Des collectivités entières ont été coupées ici. Les zones basses étaient les plus sensibles au glissement de terrain. Les opérations de nettoyage qui ont été entravées par de fortes pluies durant la nuit sont maintenant en cours. Mais il faudra des semaines pour réparer les dégâts. Le gouvernement a offert une aide financière aux régions ravagées par les inondations, alors que le douloureux processus d'enterrement des victimes a déjà commencé. Et toujours en Afrique australe, mais plus au nord cette fois-ci, les météorologues craignent des inondations au Mozambique avec le passage du cyclone Kenneth. La menace de ce nouveau cyclone pèse sur un pays qui est encore loin de se remettre des dégâts causés par Idai. Comme vous pouvez le voir sur ces images satellites, Kenneth devrait aborder la côte nord du pays à proximité de la frontière tanzanienne. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé à Vladivostok pour un sommet avec Vladimir Poutine demain. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés et ils évoqueront le programme nucléaire nord-coréen et la question des sanctions. Pyongyang cherche des appuis internationaux, comme nous l'explique Olivier Weber. Kim Jong-un est arrivé à bord de son train blindé dans la gare de Kassan en Russie, non loin de la frontière nord-coréenne. Il a reçu du pain et du sel, le geste traditionnel d'hospitalité russe. Il y a 17 ans de cela, son père avait fait le même voyage pour voir le même homme. À l'époque, Vladimir Poutine tentait de renouer une alliance qui avait flanché après l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le président russe veut jouer un rôle dans les négociations pour mettre un terme au programme nucléaire nord-coréen. Il y a 2 mois, les efforts de Donald Trump en ce sens avaient échoué. Moscou souhaite relancer la diplomatie. Je ne pense pas que Poutine veuille jeter de l'huile sur le feu. Il veut que la Russie joue un rôle constructif et responsable. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie d'avoir une autre crise dans la péninsule coréenne.
Quant à Kim Jong-un, il a besoin d'appui, en pleine impasse avec Washington sur le nucléaire. Il a accordé sa première interview à la télévision russe. Lors de ce sommet avec votre président, nous discuterons de nombreux sujets. Ce sera une excellente occasion d'aborder notre coopération et notre gestion de la stabilité régionale. Vladivostok est à l'extrême-orient de la Russie, à 7 fuseaux horaires de Moscou. La Corée du Nord et la Chine ne sont pas loin, comme le prouve la présence de nombreux touristes chinois. Ici aussi, les habitants se préoccupent de la menace nucléaire. Oui, c'est plutôt inquiétant. Ça me met mal à l'aise d'y penser. La Russie a toujours estimé qu'une pression maximale contre Pyongyang ne fonctionnerait pas. Ce sommet sera l'occasion pour Vladimir Poutine de prouver cette théorie. À présent, le reste de l'actualité en bref et en images. 18 nouvelles arrestations au Sri Lanka. Le pays intensifie sa traque de suspects liés aux attaques suicides de Pâques. Des attaques revendiquées par l'EI et qui ont fait près de 300 morts. La polémique enfle sur une possible défaillance de l'État sri-lankais qui disposait, selon les médias locaux, d'informations sur le risque d'attaque imminente. Plusieurs dirigeants africains ont demandé hier l'arrêt immédiat des combats en Libye. C'était au terme d'un sommet au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Union africaine. Les combats ont fait près de 300 morts selon l'OMS, plus de 600 blessés et des dizaines de milliers de déplacés. Et puis au Soudan, les manifestations se poursuivent et font déjà écho dans d'autres pays d'Afrique de l'Est. Les États-Unis ont déclaré qu'il était trop tôt pour retirer le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme. Une déclaration alors que l'armée est toujours au pouvoir depuis la destitution d'Omar el-Béchir. Elle n'a que 16 ans. Et elle est devenue le visage de la lutte contre le réchauffement climatique. La Suédoise Greta Thunberg était cette semaine au Royaume-Uni. Claire René Mendy nous en dit plus. Discours passionné, couette tressée et sourire timide, Greta Thunberg est une écolière suédoise. Son objectif, donner aux politiciens une leçon de vie inoubliable. Hier, au Parlement britannique, les représentants des principaux partis étaient suspendus à ses lèvres. Nous les enfants, nous faisons ça pour réveiller les adultes. Nous les enfants, nous voulons que vous mettiez vos différences de côté, pour agir comme vous le feriez en cas de crise. Greta n'avait que 15 ans lorsqu'elle est sortie de sa classe pour initier la première grève scolaire contre le changement climatique. Depuis, plus d'1 million de jeunes à travers le monde lui ont emboîté le pas. Leur message est simple. Si votre maison est en feu et que vous voulez l'empêcher de brûler, vous allez agir très vite. Ce n'est pas le moment de parler d'assurance, de reconstruction ou de rénovation. Vous allez tout faire pour éteindre le feu. Les vacances scolaires de Greta sont plutôt atypiques. À Berlin, elle s'est adressée à une immense foule. À Rome, elle a rencontré le pape et a reçu à Bruxelles une standing ovation au Parlement européen. Elle s'est ensuite rendue à Londres, le tout en train, bien sûr, où elle a été accueillie en héros par les manifestants pro-climat qui bloquaient les rues. Vous devez parfois vous pincer pour y croire, non ? Oui, c'est dur à comprendre. Alors vous avez le syndrome d'Asperger et vous dites que d'une certaine façon, ça vous aide. Comment ? Si j'avais été comme tout le monde, je n'aurais pas déclenché la grève scolaire, par exemple. Je pense différemment. Je n'arrivais pas à croire que tout le monde pouvait continuer comme avant, pendant que ça se passait. Les politiciens font la queue pour être vus avec Greta Thunberg. Ils disent tous partager ses préoccupations. Et elle est la preuve vivante qu'on n'est jamais trop petit pour apporter sa pierre à l'édifice. Partons maintenant au Nigeria, où les mariages sont devenus une grosse affaire avec des budgets allant de 13 000 à 200 000 $. C'est une industrie qui génère des marchés pour les secteurs de la restauration, de la mode et de la beauté. Maïni Jones s'est penchée sur le sujet pour l'émission Question d'argent. C'est le jour le plus heureux et certainement le plus cher de leur vie. Les mariages nigérians sont connus dans le monde entier pour leur faste et les paillettes.
Bisola Borin planifie les mariages depuis 5 ans. Elle s'inspire de mariages organisés dans des villes comme Dubaï. Son objectif, se démarquer. J'ai une signature et les gens me connaissent pour ça. Des moments à couper le souffle. Je crée des moments inoubliables. Je crée des expériences dont les gens se souviennent. Par exemple, le couple qui descend du toit ou sort du sol. Et toute cette grandiloquence exige la bonne tenue. Quand on est invité à un mariage nigérian, on porte des asoebi, des vêtements sur mesure aux couleurs choisies par les familles des futurs mariés. Le tissu peut coûter des centaines de dollars. Les femmes, de leur côté, dépensent sans compter pour un maquillage réalisé par une professionnelle. La tenue traditionnelle donne au mariage nigérian une touche unique. Nous aimons faire la fête au Nigeria. Si vous n'êtes jamais allé à un mariage nigérian, vous devez le faire. Nous sommes un peu excessifs, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il y a quelque chose d'unique avec les mariages nigérians. Même la façon dont les hôtesses prennent soin de vous, nous vous traitons comme si vous rendiez visite à quelqu'un chez lui. Les fiançailles traditionnelles et le mariage en blanc comptent généralement des centaines, voire des milliers d'invités. On considère 800 invités comme un mariage de taille moyenne et que la plupart des célébrations rassembleraient de 1000 à 2000 personnes. Avec les mariages nigérians, vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître le couple ou la famille. Vous avez juste besoin de connaître un ami. Nous sommes un peu plus détendus avec ça. En dépit de la hausse du coût de la vie, les Nigérians continuent à organiser des mariages somptueux. Se marier est considéré comme une étape essentielle de la vie d'une personne et une occasion pour les parents de se dépenser pour leurs invités. Avec des mariages de plus en plus grandioses, les organisateurs de mariage n'ont pas de souci à se faire. Les sports dans BBC Info avec Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. En football, la première demi-finale de la CAN des moins de 17 ans a rendu son verdict cet après-midi et la seconde demi-finale vient tout juste de débuter. Oui, tout à fait, entre l'Angola et le Cameroun, après 10 minutes de jeu, et le score était vierge, 0-0. Donc on aura l'occasion de reparler de cette deuxième demi-finale demain, bien sûr. 0-0, c'était aussi le score de la première, me direz-vous, entre la Guinée et le Nigeria. Mais là, il fallait évidemment un vainqueur. Au bout de 90 minutes, c'était pas possible. Donc on épargne les prolongations au niveau des moins de 17. C'est compréhensible. Et on va directement à la séance de tir au but. Et à ce petit jeu-là, eh bien, la Guinée s'en est sortie. 10 tirs au but à 9. Les Guinéens donc joueront la finale ce dimanche, soit contre l'Angola, soit contre le Cameroun. Ces 4 formations demi-finalistes sont également de toute façon déjà qualifiées pour le mondial dans cette catégorie d'âge. On passe à la Première Ligue parce que ce soir, il y a d'autres matchs en retard et notamment, bien entendu, le derby de Manchester entre United et City. United qui traîne à 6e, à 6 points du 3e Tottenham et qui reste sur une sévère défaite de 4-0 à Everton. On parle de tournant peut-être dans cette saison 2018-2019 dans l'issue d'un match dont l'issue pourrait donner et révéler le nom du champion. Liverpool, Manchester City, on ne sait pas encore. Manchester City quand même qui a les faveurs du pronostic. Donc match phare et tournant peut-être de ce championnat. Et puis la NBA, eh bien, Portland s'est qualifié également pour les demi-finales de la conférence à l'ouest et de façon spectaculaire. Portland qui a battu Oklahoma City 4-1 dans cette série prévue au meilleur des 7 matchs grâce à Damian Lillard qui a attendu, oui, la toute dernière seconde pour frapper et marquer le panier de la qualification et de la victoire, histoire de ménager un peu le suspense et peut-être de narguer un certain Russell Westbrook avec qui il avait eu des mots lors de la saison régulière. En tout cas, c'est du panache et il faut quand même une certaine trempe et un certain culot pour le faire, Nicolas. Merci Emmanuel. On termine en couleur avec des graffitis gigantesques visibles à Castille et León, c'est en Espagne. Regardez ces graffitis qui ont envahi les murs des magasins et entreprises. Pourquoi ? Pour éviter le vandalisme et contrer les graffeurs sauvages. Une opération applaudie par les riverains, mais surtout par les touristes. Fin de ce BBC Info. Toute l'équipe de BBC Afrique se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Surtout vous qui nous avez suivis en RDC sur Ontachi TV. Bonne soirée à tous et à demain.